Bonsoir à tous, il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. 3 enfants retrouvés dans un état second à l'abri Oiseaux du Paradis, le personnel de service suspendu, personnel non dédié et non qualifié pour la prise en charge de ces enfants, lance la ministre Navarre Marie, une enquête interne initiée. La zone humide de Roche-Noire épargnée, la demande de permis EIA pour un projet hôtelier ayant été rejetée. Un soulagement pour ceux qui ont milité pour cette cause depuis des années, nous les entendrons. Le projet d'autoroute M4 refait surface et avec lui les craintes pour la vallée de Ferney. Le ministre Gunness assure que le tracé n'impactera pas ce sanctuaire naturel. Maurice fait face à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée freinant la performance des entreprises. Recrutement étranger, formation locale et responsabilisation partagée, des solutions s'imposent. L'Université de Maurice prend place dans le classement du Times Higher Education 2025. L'environnement, la qualité de la recherche ou encore l'engagement de l'industrie parmi les piliers de l'évaluation. L'Inde frappée par des pluies de mousson précoces et meurtrières, au moins 30 morts dans le nord-est ravagés par des inondations et des glissements de terrain. On démarre avec ce grave incident survenu à l'abri Oiseaux du Paradis. 3 enfants placés au sein de l'établissement ont été retrouvés dans un état second dimanche soir. Ils sont actuellement admis à l'hôpital où ils ont subi des premières analyses. Ariane Navarre-Marie les a visités dans la matinée. Elle parle de conséquences directes de négligence. Tout le personnel de service cette nuit-là a été suspendu. Les détails avec Valérie Cali. Ils ont entre 10 et 13 ans. Ils ont été placés à l'abri Oiseaux du Paradis dans le nord du pays sur ordre de la Cour. Dimanche soir, ces adolescents ont été retrouvés dans un état second. Ils ont été immédiatement transportés à l'hôpital Jitu. Aujourd'hui, il fait un test avec 3 enfants qui ont de 10 à 13 ans. Et 2 enfants, ce test finit être positif, mais positif, nous ne pas connaît à quoi. Parce que plus tard, pour un test plus avancé, un test toxicologique qu'il peut faire avec les enfants-là. Étant donné qu'il finit dans cette situation-là, nous prenons au niveau du ministère une mesure qui est besoin. Nous interdire les caregivers, les carers qui sont de service hier soir. Nous interdire les autres. Ariane Navarre-Marie s'est entretenue en aparté avec les adolescents. Elle se dit choquée par la teneur de leurs confidences. Les pensionnaires parlent de maltraitance, de manque de nourriture et de loisirs. Ces enfants-là sont confiés au ministère par la Cour parce que dans une famille, ils sont victimes de maltraitance, abus sexuels, pas gain manger, pas à l'école, pas déclaré, etc., etc. Mais c'est quand je viens dans shelter que je viens des enfants beyond control. Ces enfants-là pas beyond control, par manière qu'ils traitent qu'ils deviennent agressifs, en guillemets. Je ne suis pas agressif. Je peux demander un peu plus manger. Je peux demander un peu plus l'attention. Je peux demander un peu plus d'activité. C'est ça que je peux demander. Une enquête interne a été lancée, présidée par le secrétaire permanent du ministère. Elle devra situer les responsabilités. Mais déjà, le ministère parle de personnel non dédié et pas qualifié pour la prise en charge de ces enfants. Je vous le disais au sommaire, la zone humide de Roche-Noire épargnée. La semaine dernière, la demande de permis Environmental Impact Assessment pour la construction d'un hôtel dans cette zone humide a été rejetée par le ministère de l'Environnement. Un soulagement pour les autorités locales, les ONG et les habitants. Yacine Denmamod. La zone humide de Roche-Noire s'étend sur plus de 350 hectares. Cet écosystème unique, abritant des espèces rares, est constitué de marécages, bassins et caves souterraines. Depuis 2005, ce site a vu se succéder des projets pharaoniques de l'Integrated Resort Scheme à la Smart City. Mais la semaine dernière, le ministère de l'Environnement a mis un terme définitif en refusant le permis EIA au dernier projet de Smart City prévu. Roche-Noire est connu pour son wetland.
Et nous ne sommes pas capables de déranger cet écosystème-là. Et vraiment, il y a un danger pour notre pays. Nous sommes tout le temps d'accord pour avoir un développement dans Roche-Noire, mais un développement durable, un développement qui est sustainable. Nous n'avons pas envie de bétonner Roche-Noire. Aux côtés des collectivités locales, les mouvements citoyens ont mené le combat pour protéger cette zone sensible. L'importance des wetlands de Roche-Noire vont au-delà de l'aspect écologique. C'est un site qui van habitants servi depuis une génération. Vous êtes un espace loisir, vous êtes une légende, une histoire à cet endroit-là. Il y a un site côté dernier, petit bout la forêt originelle côtière des Maurice. C'est l'endroit. La zone de Roche-Noire n'est pas un cas isolé. Les wetlands, qu'ils soient côtiers ou intérieurs, remplissent des fonctions vitales. Les wetlands sont importants pour la diversité terrestre, de par l'habitat qu'ils provident pour une espèce qui dans ce genre de wetlands-là, mais aussi les wetlands responsables de filtration des eaux qui rentrent dans la mer. Wetlands, c'est on dirait les reins. La pluie tombée, particules, des eaux sales, des cendres, ils absorbent tout ça là. Les rats des eaux qui rentrent dans la lagon là, les de qualité meilleure, et l'impact de l'eau lagon en termes de corail, le herbier marin, cela diminue. Et ce qui fait que la qualité de lagon et l'écosystème de lagon aussi protégé. La décision des autorités de protéger les zones humides est saluée par tous. Mais cette victoire doit s'accompagner d'une prise de conscience collective, car préserver cet écosystème dépend autant des lois que des gestes au quotidien. D'autre part, alors que le projet d'autoroute M4 revient après plusieurs années de mise en pause, les inquiétudes autour de son passage par la vallée de Ferney refont aussi surface. Que répond le ministre des Infrastructures nationales aux craintes des écologistes? Élément de réponse avec Anne-Jo Ramgoulam. Ce qui nous finit apprendre le terrain, tout ça fait que nous finit trouver dans la réalité. Des défenseurs de Dame Nature ont convié la presse pour dresser un état des lieux des enjeux environnementaux en marge de la présentation du budget. Il est question entre autres de la protection de notre littoral avec un plaidoyer pour stopper la bétonisation à outrance. Le whale et dolphin watching a également été abordé. Mais le plus gros poisson, c'est l'autoroute M4 qui refait surface après des années d'oubli. Le projet initial, la South Eastern Highway, avait été abandonné en 2005 face à une vive contestation des citoyens et des écologistes, dont Écosud. En ligne de mire, la vallée de Ferney, l'un des derniers sanctuaires naturels du pays. Retour au présent. Près de 20 ans plus tard, le projet est relancé et les écologistes sont sur le qui-vive. Par rapport à projet d'autoroute M4, libéré fait surface sans aucune consultation, sans aucune réflexion. Et donc, ça qui nous comprend, c'est qu'il peut relier Forbach, Grand-Bel-Air, et apparemment que ça longerait la vallée de Ferney. Nous inquiets aujourd'hui parce que nous pétons, comment dire, ça pose la revenir d'une façon un peu opaque. Que rétorque le ministre qui, dans une réponse parlementaire écrite datée du 21 mai dernier, a annoncé que le projet était de nouveau en route? Essaie-t-on de noyer le poisson quand il s'agit de la vallée de Ferney? Laisse-moi expliquer un coup la route M4, côte pour commencer, côte pour passer et côte pour le finir. Il commence depuis Forbach, dans le nord, il passe par Pont-Blanc, ça veut dire vers Poste des Flaques, et il termine le Bel-Air. Et là, nous pensons pour ramener jusqu'à le sud airport, sans passer par Vallée de Ferney. Je précise bien. Autre question posée par Sébastien Sauvage. Nous tous comprenons. La caisse vide, mais nous n'avons pas un milliard dans le temps. Qui fait qu'il y a une priorité, nous ne restons pour connecter que le nord avec l'est et le sud. Et c'est ça qu'il est là, il y a un network dans lui-même, où connecter toute l'île Maurice, le sud, le nord, l'ouest, l'est, connecté à travers ça la route là. Si dans Bidzé, nous gagnons l'argent pour démarrer les travaux, nous pouvons démarrer, mais même ça, si payant, nous avons les autres formules qui nous peuvent réfléchir dans le ministère. Et il y a différentes formules qui sont capables de faire pour faire la route là. Le projet M4 devra ainsi faire son bonhomme de chemin. Mais il le promet. L'environnement will be first et le développement poursuivre après. Sans tous les arbres, sans tous les oiseaux.
Également dans l'actualité, le marché du travail à Maurice est en constante évolution et le manque de main-d'œuvre qualifiée représente un défi majeur. Selon Adila Diouman Mossafi, directrice de HR Café Mauritius, il devient plus difficile de trouver de bons profils. Bruno Lenain, directeur des opérations chez LK Mauritius, défend de son côté une vision de la productivité à long terme chez Adjouman. Dans le contexte économique actuel à Maurice, le recrutement représente un véritable défi. La rareté des talents, combinée à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et à l'exode croissant des compétences vers d'autres horizons, met en lumière une problématique urgente. Il devient de plus en plus difficile de trouver des profils prêts à répondre aux besoins changeants du marché du travail. Les demandes au niveau du profil, nous trouvons qu'il peut évoluer. Il peut venir de plus en plus l'eau du monde là, ce ban compétences qui, comment nous dire, soft skills et aussi ce comportement. Nous besoin de certaines positions, besoin de compétences techniques, de qualifications techniques, mais aujourd'hui, on a besoin du monde qui est agile, qui est résilient, parce que quand leur pays augmente à un côté, nous expectons que la productivité aussi match ça leur pays là. Le focus ne doit pas se limiter à la productivité, mais porter avant tout sur la qualité. Une équipe soudée, alliée avec la stratégie de l'entreprise, est la clé pour atteindre les objectifs tout en favorisant le bien-être et l'épanouissement de chacun au travail. Je dirais que la productivité, c'est pas faire plus, c'est faire mieux en fait. C'est une combinaison entre 1, la qualité, 2, les outils, 3, les compétences, les skills, 4, le bien-être du collaborateur. On apporte un point de vigilance sur le work-life balance. Je dirais 5, ça serait le sens des responsabilités aussi. Nous, on va proposer et accompagner des carrières aux collaborateurs, jeunes, moins jeunes, mais qu'en même temps, les personnes ont des responsabilités vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de leurs collègues et vis-à-vis de leurs clients en fait. Pour combler ce fossé entre les compétences disponibles sur le marché et les besoins des entreprises, une responsabilisation partagée est nécessaire. Les entreprises doivent continuer à investir dans la formation, tandis que les individus doivent prendre l'initiative de développer leurs compétences pour rester pertinents et compétitifs. Puis s'attaquer aux violences basées sur le genre au travail. C'est en ce sens que Business Mauritius, en collaboration avec le United Nations Population Fund, a lancé un toolkit. Cela émane d'une étude menée en 2022 dans les entreprises privées. Et après un projet pilote, Claudette Geoffroy-Gadevadou nous en dit plus. Une étude de Business Mauritius en 2022 révèle que 80% des entreprises du secteur privé ne disposent pas de politique ou de stratégie en matière de genre. L'étude démontre aussi que 42% des femmes actives interrogées se disent être confrontées à des remorques et comportements sexistes sur leur lieu de travail. 6 cas sur 10 ne sont pas signalés. Dans beaucoup d'entreprises, il y a une procédure. Pendant une structure, quand un employé se licencie lésé, licencie blessé, licencie victime, pour les capables, viennent rapporter le cas. Et l'employeur aussi, peut-être n'est pas connu comment peut tackler un problème de VBG dans son entreprise. Le toolkit est simple, c'est quoi? C'est une politique, c'est une feuille de route et un training kit. Nous avons envie que beaucoup plus d'entreprises commencent à adopter justement le toolkit et mettre en place cette structure-là dans cette entreprise. Se basant sur ces observations, Business Mauritius, en collaboration avec le UNFPA, a développé le toolkit ECO pour adresser les cas de violence en milieu professionnel. Il met l'accent sur les mécanismes de prévention et de signalement. À l'UNFPA, nous travaillons tous les jours pour défendre le rôle des femmes et des filles qui doivent vivre à l'abri de la violence. Aujourd'hui, cette mission se rapproche de l'endroit où beaucoup d'entre nous passent le plus clair de notre temps, le lieu de travail. Le secteur privé en est un élément important de cette mission. Plus de 7000 cas de violence basés sur le genre ont été rapportés l'année dernière. Ces réalités ne peuvent plus être ignorées. Elles entravent la dignité humaine et limitent le potentiel économique et social des entreprises. L'égalité ne peut être atteinte sans l'implication active des hommes. Ils doivent être des alliés dans ce combat. Il y a plusieurs cas de travailleurs qui font complainte de
de torture mentale, et parfois violence physique, mais très souvent c'est émotionnel et il est pour dire stop, il est pour dire non. Les représentants des entreprises et les différentes personnalités présents au lancement de l'ECO se sont engagés à faire des entreprises un espace de travail respectueux et sécurisé. Ce lundi, le ministre Ashok Subron a rencontré les représentants syndicaux au sujet du Portable Retirement Gratuity Fund. Cette rencontre fait suite à une décision prise vendredi en Conseil des ministres visant à passer en revue l'efficacité de ce fonds dans l'intérêt du bien-être des travailleurs du privé au moment de leur départ à la retraite. Le ministre Subron a lancé un appel aux employeurs concernés afin qu'ils transmettent toutes les informations nécessaires concernant leurs employés pour garantir le versement de ces prestations de retraite sans retard. On l'écoute. Le comité interministériel que le gouvernement met du bout pour qu'ils les travailleurs gagnent leurs en retraite et pour préconiser, si nécessaire, un changement de législation et introduction de nouveaux mesures. Et je peux faire un appel à Business Mauritius pour assurer qu'ils ont des membres donnent l'information qui est nécessaire sous section 102.3 et pour assurer que toute bonne contribution qu'ils ont besoin de faire sous PRGF faire pour qu'ils les travailleurs gagnent leurs en retraite. Éducation à présent, l'université de Maurice occupe la 1213e rang, le plutôt 1213e rang parmi plus de 2000 universités dans le monde. Cette année, elle est la seule institution locale à figurer dans le classement du Times Higher Education World University Rankings. L'instance, vous le verrez, se distingue également comme un établissement de choix dans la région africaine. Madhvi Jagannath. Elle est la seule institution locale à figurer dans le classement du Times Higher Education World University Rankings cette année. L'université de Maurice occupe le rang de 1213 sur un total de 2860 universités réparties dans 115 pays. C'est un international benchmarking pour nous. Nous avons un strategic plan qui nous met en place déjà à l'université. Avec ce strategic plan-là, nous pouvons travailler en étroite collaboration avec Times Higher Education. Alors, Times Higher Education, il vient comme si nous mentors pour permettre nous d'améliorer nos scores. Ce classement a été effectué à travers 18 indicateurs de performance. Ces critères mesurent notamment l'environnement d'enseignement et de recherche, la qualité de la recherche, les perspectives internationales et l'engagement de l'industrie. Nous avons l'école doctorale, Doctoral School, qui travaille beaucoup avec les autres universités parce que nous avons research supervisors depuis l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, et puis dans plusieurs des autres pays du monde, quand nous avons une collaboration, alors nous faisons une co-supervision pour permettre à Maurice, à l'université, et puis dans la région aussi, avoir plus de formation. Ce succès s'inscrit dans une dynamique globale, d'autant plus que l'université célèbre cette année ses 60 ans d'existence. Elle poursuit également son projet de mise en place d'un campus résidentiel dédié aux étudiants étrangers. Pour environ 110 étudiants qui nous accommodent, il est situé sur le campus de Réduit, mais il est basé à la forme, behind the State House. L'université de Maurice compte à ce jour plus de 9000 étudiants, dont 325 étrangers. Renforçant la diversité et l'attractivité de cette institution publique d'enseignement supérieur. Je vous le rappelle, l'université de Maurice occupe le 1213e rang parmi plus de 2000 universités dans le monde, selon Times Higher Education World University Rankings 2025. On enchaîne avec cet atelier de travail signé le ministère des Arts et de la Culture. Objectif, formuler des recommandations par rapport aux indicateurs thématiques de l'UNESCO pour la culture dans le programme 2030. L'exercice permettra aussi de mesurer et d'évaluer la contribution de la culture à la réalisation des objectifs de développement durable. Christelle Lebras. Maurice est une mosaïque de culture riche en traditions avec un patrimoine unique déjà reconnu par l'UNESCO. Le Sega, le Git-Gawai, la Pravasigat ou encore le Morne témoignent de cette richesse.
Une nouvelle étape a été franchie avec une séance de travail sur les indicateurs thématiques pour la culture de l'UNESCO. Il s'agit de reconnaître le rôle de la culture et sa capacité à relier les différents aspects du développement social, économique et environnemental. Plusieurs artistes et représentants d'associations ont participé à l'atelier dans l'espoir que cette rencontre contribuera à une meilleure reconnaissance du rôle des artistes mauriciens. L'attente, c'est qu'ils ont dit qu'ils nous ban artistes et puis important qu'un statut, que ce statut-là implémenté et travaille comme un besoin pour qu'ils ban artistes réussissent à retrouver comme un statut. Il est impossible qu'un pays fonctionne si il y a une base de données qui indique comment la culture est capable d'être un moteur pour l'économie. Donc, l'occasion de ma participation ici, c'est pour essayer de comprendre ça et aussi, à travers l'échange, apprendre comment nous sommes capables d'identifier ce qu'on appelle un indicateur qui peut être un instrument de travail après. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de mieux intégrer la culture au développement durable tout en redonnant à l'art et la culture ses lettres de noblesse. Nous avons envie de faire revivre la culture. Et revivre la culture, c'est à travers un projet comme ça, un workshop qui nous peut faire. Les Mauriciens ont un intérêt pour cette culture qui est vraiment multiculturelle. Et pour moi, c'est un plus parce qu'en tant que porte-parole à l'UNESCO, il donne moi beaucoup de points pour qu'ils soient capables d'aborder à l'international. Et c'est un outil vraiment fort qui est justement capable de porter pour Maurice auprès de l'UNESCO. En attendant les recommandations officielles, le ministère se projette déjà vers les prochaines assises de l'art et de la culture qui devraient renforcer davantage la place de la culture dans les politiques nationales. Tout à fait autre chose, Mauritius Telecom renoue avec la collecte des piles et téléphones portables usagés. Cette initiative vise à responsabiliser la population concernant l'élimination des déchets électroniques, une démarche dans le cadre de la Journée mondiale de la protection de l'environnement prévue ce jeudi. Kavin Tapessa. De 2009 à 2014, le programme national de reprise de déchets électroniques de Mauritius Telecom avait permis de collecter 45 tonnes de piles usagées et 43 000 téléphones mobiles hors d'usage qui avaient été exportés en France puis recyclés. Fort de ce succès, la Mauritius Telecom Foundation relance cette initiative visant à encourager les Mauriciens à devenir plus responsables en ce qui concerne l'élimination des déchets électroniques. Il y a une société spécialisée qui reprend ça et je l'exporte. Mauritius Telecom Foundation, nous avons l'intention pour travailler en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement parce qu'entre-temps, il y a beaucoup plus usagers de téléphone, il y a beaucoup plus usagers de piles. Donc, nous l'intention, c'est aider dans un projet de développement durable. À Maurice, on trouve dans chaque maison un ou plusieurs téléphones portables hors d'usage, ainsi que des piles usagées. Ces déchets électroniques sont souvent jetés dans la nature, voire à la poubelle et finissent au centre d'enfouissement de déchets. Normalement, vieille pile, vieille portable, qui vous fait avec ça? C'était. Mais si nous prenons une place pour c'était, nous avons tendance pour c'était, bric-brac partout, mais ça n'est pas bon pour l'environnement. Nous achetons piles, nous achetons portable, nouveau portable qui a sorti, nous achetons nouveau, mais ancien portable là, normalement nous avons des tuyaux, ancien pile là, qui a fini, nous mettons des tuyaux. Une pile qui peut été, un mobile qui peut servir, une bonne chose pour venir mettre dans la boîte ici, ça dit pour général pour tout le public, en général pour la santé. Il faut savoir que les déchets électroniques contiennent des métaux lourds comme le nickel ou encore le mercure. Il suffit d'une seule pile pour contaminer 1 mètre cube de terre ou 1000 mètres cubes d'eau pendant 50 ans. Et à l'heure où les enjeux climatiques occupent une place centrale dans les relations internationales, l'ambassade des États-Unis à Maurice pose un geste fort. À Moka, sur le site du futur complexe diplomatique, 9000 plantes endémiques seront mises en terre, un symbole de coopération et de soutien à la conservation de la biodiversité mauricienne. Sarah Ono. Bois de fer, palmiste bleu ou encore palmiste bouteille. Ces plantes endémiques sont classées en danger critique d'extinction. Dans leur milieu naturel, il en resterait moins d'une 50aine.
À Gros-Caillou, certaines de ces espèces ont été multipliées avec soin. C'est là qu'ont été cultivées des milliers de jeunes plantes qui rejoindront bientôt les jardins du nouveau site de l'ambassade des États-Unis à Moka. Nous accordons une grande importance à l'empreinte environnementale de cette ambassade. L'objectif est de minimiser son impact sur l'écosystème et même de contribuer positivement à l'environnement en mettant l'accent sur les espèces endémiques et en limitant la présence d'espèces invasives. J'espère que ces plantes pourront réellement s'épanouir sur notre site. Au total, 9000 plantes seront mises en terre. On a commencé à propager toutes les plantes que vous voyez ici. On sera là pour collaborer, pour pouvoir suivre le projet. Il n'y aura pas que fournir les plantes, ce sera aussi faire le suivi des plantes. Un projet qui nécessite l'intervention de botanistes pour donner forme à ces espaces verts. La sélection a été faite sur les données qu'on a dans la région. Et à partir de là, il y a pas mal de plantes qui finissent sélectées et qui sont faciles à propager. Nous avons ici au moins une quinzaine d'espèces qui a été sélectées et acclimatées ici pour être transférées après à Moka. Une démarche où environnement et diplomatie s'entrelacent au service d'un objectif commun, faire vivre l'héritage écologique de l'île. L'Inde sous les eaux avec les pluies de mousson qui sont arrivées un peu en avance. Dans le nord-est du pays, au moins une trentaine de personnes sont décédées après que de fortes inondations ont provoqué des glissements de terrain. Valérie Cali. Une alerte rouge a été mise pour plusieurs zones de la région nord-est de l'Inde après les pluies incessantes des derniers jours. Les rivières gonflées par les pluies diluviennes, y compris le puissant Brahmaputra qui prend sa source dans l'Himalaya et traverse cette partie du pays avant de se jeter dans son delta au Bangladesh, ont débordé dans toute la région. L'armée indienne a déclaré avoir sauvé des centaines de personnes lors d'une opération massive dans l'état de Manipur. Des personnes ont été déplacées vers des endroits plus sûrs. De la nourriture, de l'eau et des médicaments essentiels ont été fournis. Les inondations et les glissements de terrain meurtriers liés à la pluie sont fréquents en Asie du Sud pendant la période de la mousson. Mais les experts affirment que le changement climatique en accroît la fréquence et la gravité. Le Proche-Orient, toujours au cœur de l'actualité internationale, selon la défense civile. À Gaza, hier, des tirs israéliens ont visé des personnes qui se dirigeaient vers un centre d'aide alimentaire. Bilan, au moins 31 morts et plus de 176 blessés. Le point avec Ria Rambodjan. Ils étaient des milliers dès l'aube à attendre de quoi manger. Hier, aux abords de l'un des deux centres à Rafah, dans le sud de Gaza. Certains avaient marché toute la nuit depuis le centre de l'enclave, car les denrées entrent au compte-gouttes depuis le blocus instauré par Israël depuis mars 2025. Selon des témoins et la défense civile palestinienne, l'armée israélienne a tiré avec ses drones et ses blindés. Plusieurs personnes sont mortes sur le coup, d'autres ont péri après leur transport à l'hôpital, rapportent ces mêmes témoins. Selon la défense civile, au moins 31 personnes ont été tuées par des tirs israéliens et il y aurait plus de 176 blessés. Toutefois, l'armée israélienne dément avoir tiré sur des civils. Dans un communiqué, elle dénonce de fausses informations et elle assure que les conclusions d'une enquête initiale indiquent que l'armée n'a pas tiré sur des civils qui se trouvaient à proximité ou à l'intérieur du site. Aux États-Unis, hier, 8 personnes ont été blessées dans le Colorado par un homme armé d'engins incendiaires. C'était lors d'un rassemblement pour la libération des otages israéliens retenus à Gaza. Selon la police fédérale américaine, le suspect est un homme de 45 ans qui a été placé en garde à vue. Avant de clore cette édition, on revient sur le festival du film européen. L'événement a eu lieu du 3 au 30 mai dernier, une 6e édition dont le public mauricien a pu profiter en plein air chaque week-end. Nitoucha Djia. À Pointe-Canon-Maillebourg, la soirée avait des accents mauriciens. Ban Vague à la liberté, un drame social de Christopher Amoura, plonge dans les réalités souvent invisibles de la société mauricienne. Le film offre un regard intense sur la quête de liberté dans un contexte insulaire. Maurice, Rivière-Noire, Carinas, île Maurice.
Organisé par la délégation de l'Union européenne à Maurice en partenariat avec l'Institut français de Maurice, chaque film diffusé lors du festival était une escale, chaque projection une immersion dans des univers forts, poétiques et engagés. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC. Events Plus présente le grand salon de l'alimentation et du bien-être les 6, 7 et 8 juin au SVICC à Paille. Profitez des promos exclusives sur les meilleurs produits alimentaires, soins et beauté. Test et dépistage gratuit, entrée gratuite. Il est 2 h du matin, ma poche de se casse. Mais moutons chaud, tu peux descendre. Grâce à Life Hospital at Home, moi ma fille se soigne la case même. On file à bon pasteur. Je t'amène moi direct dans l'emergency. À peine arrivé, l'équipe médicale prend soin de nous. Il est correct, Aster, que tu moi le périller. Tout correct, moi vivant. Et maintenant, j'attends mon deuxième. L'équipe médicale top net. Life Together, proche de vous pour la vie. Régilé, un lait 100% français issu de nos propres fermes. Régilé, idéal pour tous les moments de la journée. Régilé se dissout parfaitement, à chaud comme à froid. Régilé s'adapte à votre mode de vie et vos envies. Régilé partage tous vos moments précieux depuis 1947. Régilé, pour toutes nos vies. Zame son morikofi, so salaire et sauf molégué. Zame son morikofi. Un courant d'air modéré et légèrement perturbé circule sur notre région. Sur l'animation satellite, à Maurice et à Rodrigue, des nuages venant du secteur est influencent le temps local. Et à Agalega, des nuages associés à une zone d'instabilité venant de l'est influencent le temps local. Sur la carte synoptique, avec l'éloignement de l'anticyclone au sud-est des Mascareignes, le vent s'affaiblira graduellement à partir de demain. Prévision pour Maurice, plutôt nuageux durant la nuit et tôt demain matin, avec des averses principalement à l'est, au sud et sur les terrains élevés. Des poches de brouillard seront présentes dans certains endroits, réduisant ainsi la visibilité. Mi-couvert en général demain au cours de la journée, avec des averses occasionnelles sur les hauteurs. La température maximale variera entre 21 et 24 degrés sur le plateau central et entre 26 et 29 degrés dans les régions côtières. Vent d'est de 25 km/h avec des rafales de l'ordre de 50 km/h dans les endroits exposés. Le vent s'affaiblira graduellement à partir de demain. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'ouest et du sud, sont déconseillées. Prévision pour Rodrigue, mi-couvert en général durant la nuit avec des averses occasionnelles sur les hauteurs. Mi-couvert devenant parfois nuageux demain accompagné d'averses. La température maximale variera entre 24 et 27 degrés. Vent du secteur est de 30 km/h avec des rafales de 60 km/h sur les hauteurs. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'ouest et du sud, sont déconseillées. Prévision pour Agadega, nuageux cette nuit avec des averses. Les averses pourraient être modérées avec des risques d'orage. La température minimale sera d'environ 24 degrés, mi-couvert demain avec des ondées occasionnelles. La température maximale sera d'environ 30 degrés demain, vent du sud-est de 20 à 30 km/h. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées. Zame son morikofi, so salaire et sauf molégué. Zame son morikofi.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette page des sports. Football pour démarrer. Le Club M reprend du service ce mercredi avec un duel face au Zimbabwe dans la COSAFA Cup, une rencontre comptant pour la journée d'ouverture de la phase de groupe. Notre sélection nationale a mis le cap sur l'Afrique du Sud dimanche pour participer à ce tournoi d'envergure. Elle se retrouve dans une poule à relever en compagnie également de l'Afrique du Sud, le pays hôte et le Mozambique. Le sélectionneur national Guillaume Moulek peut compter sur les meilleurs éléments locaux et quelques expatriés. Certains seront à leur première participation à cette compétition. Le point avec Ashley Sitana. Du 4 au 15 juin, direction Bloemfontein en Afrique du Sud pour les joueurs du Club M. Ils vont y disputer la COSAFA Cup version 2025. Un savant dosage entre expatriés et joueurs locaux dans ce groupe de 23 éléments retenus pour cette campagne. Il y a plusieurs absents qui étaient sur le dernier rassemblement et qui ne sont pas là, mais la COSAFA sert aussi justement à tester. C'est difficile de se fixer un objectif vraiment précis parce que on ne sait pas exactement les groupes qu'il va avoir en face. Plusieurs sélectionnés seront à leur première participation à ce tournoi, à l'instar du capitaine Lindsay Rose. Cette compétition pour moi sera une première. Je n'ai jamais disputé la COSAFA. Je pense que pour certains d'entre nous c'est pareil. Et on est déterminés à travailler ensemble, à produire du beau football. En tant que capitaine et joueur expérimenté, je dois apporter cette expérience et cette tranquillité aux jeunes joueurs et aux nouveaux qui vont arriver. Donc on a entièrement confiance en eux. Baptême du feu également pour Gabriel Caliste. Le jeune milieu de West Ham fait ses débuts dans ce tournoi. Yeah, no, I'm very excited. Obviously, it's a massive pride being called up for your national team. It's a big opportunity for me to show what I can do. Maurice évoluera dans un groupe relevé en compagnie du pays hôte, l'Afrique du Sud, du Mozambique et du Zimbabwe. Le coup d'envoi est prévu ce mercredi pour le Club M face aux Warriors zimbabwéens à 17h heure de Maurice. Nul doute que toute l'île Maurice sera derrière son équipe nationale. En tennis de table, Maurice a décroché 2 médailles de bronze dimanche dans le tournoi par équipe des championnats d'Afrique de l'Est, une compétition qui se déroule à Madagascar, une médaille de bronze en masculin après la défaite de nos représentants face à l'Éthiopie, le bronze aussi chez les dames après le revers en demi-finale face aux Malgaches. Les finales des épreuves en individuel sont prévues pour ce mardi 3 juin. Ils sont passionnés, disciplinés et ils ont brillé à l'international. Nous parlons ici des karatékas mauriciens de la Japan Karate Association qui ont récolté 21 médailles à la JKA Africa Cup 2025 à Johannesburg en Afrique du Sud. Un événement qui s'est tenu les 23 et 24 mai derniers et qui avait réuni plus de 3000 compétiteurs venant de 10 pays et de 9 provinces sud-africaines. Parmi nos médaillés, des enfants de 7 ou 8 ans qui n'ont pas tremblé face à la pression. Une équipe de la MBC les a rencontrés au lycée des Mascarins à Moka. Reportage signé Koyal Sital. Sur cette photo de famille, des sourires et 21 fiertés. Une semaine après leur brillante performance à la JK Africa Cup, l'émotion est toujours vive. La délégation mauricienne, composée de 19 athlètes, s'est distinguée en Afrique du Sud avec une belle moisson. 12 médailles d'or, 4 d'argent et 5 de bronze. On savait qu'on allait être sur le podium, mais une telle moisson de médailles d'or, vraiment pas. Vraiment, c'était la grande surprise. Alors, ce qu'il faut noter, c'était le team spirit qu'il y a eu, donc tout le monde était s'entraider. Les plus jeunes de l'équipe n'ont pas été en reste. Abby Chung, âgée de 8 ans, a décroché 2 médailles d'or. Mika Leong, 7 ans, a également brillé. J'ai pratiqué le karaté pendant 4 ans et j'aime ce sport parce que ça m'aide à me protéger de tous les garçons qui m'embêtent ou toutes les filles. Et aussi, c'est très amusant. Autre belle prestation, celle d'Elia Lakshminaraidou. Elle pratique le karaté depuis à peine 1 an, mais elle s'est déjà imposée à 2 reprises en décrochant le précieux métal.
je visais vraiment d'avoir une médaille d'or, mais la joie que j'ai ressentie quand j'ai gagné une médaille d'or était immense. C'était un vrai bonheur pour moi. Les karatékas de la JK Mauritius ont désormais un autre objectif en tête, se préparer pour l'Indo-Pacific Cup, prévu l'an prochain sur le sol mauricien. Tennis à présent avec le tournoi de Roland-Garros. Les huitièmes de finale ont démarré ce dimanche. Pas de grosses surprises dans le tableau féminin. Aryna Sabalenka et Iga Swiatek ont validé leur billet pour les quarts. Chez les hommes, après un beau combat, Lorenzo Musetti s'est offert Holger Rune. Malgré la perte du premier set, Carlos Alcaraz, de son côté, s'est qualifié contre Ben Shelton. Le point avec Benito Paris. Carlos Alcaraz sera au rendez-vous des quarts de finale de Roland-Garros. En huitième ce dimanche, l'Espagnol, tête de série numéro 2, s'est débarrassé de l'Américain Sheldon. Dans un duel de style qui a tenu toutes ses promesses, Alcaraz a néanmoins souffert. Après le gain des deux premières manches, 7-6, 6-3, le tenant du titre a concédé la troisième 4-6. Avant de conclure le match en patron dans la quatrième 6-4. En quart de finale, Carlos Alcaraz sera opposé à l'Américain Tommy Paul. Alcaraz, qualifié pour les quarts de finale, Aryna Sabalenka. Aryna Sabalenka poursuit également sa route à Paris, toutefois contre Amanda Asinimova, la numéro 1 mondiale a dû s'employer. Après un premier set compliqué, remporté 7-5, la Biélorusse a déroulé dans le second glané 6-3. En quart de finale mardi, Sabalenka affrontera la Chinoise Zheng. Iga Swiatek valide aussi sa place pour le tour suivant. D'abord méconnaissable, la triple tenante du titre a tremblé et vacillé face à Elena Rybakina. Mais la Polonaise s'est finalement reprise pour s'imposer en 3-7, 1-6, 6-3, 7-5. Iga Swiatek, qui a signé une 25e victoire de suite à Roland-Garros, affrontera en quart de finale Elina Svitolina. Et en ce lundi, la Française Loïs Boisson, 361e mondiale, a renversé la numéro 3 mondiale, l'Américaine Jessica Pegula, en 3-7, 3-6, 6-4 et 6-4. Elle défiera la Russe Mira Andreeva pour une place dans le dernier carré. Qualification également de Coco Gauff pour les quarts. Et puis, chez les messieurs, après avoir remporté le premier set, Alexander Zverev se qualifie pour les quarts après l'abandon de son adversaire Talon Griegspoor dans le deuxième set. La night session verra Yannick Sinner affronter Andrei Rublev. Football sur la scène européenne. Manchester United a officialisé sa première recrue en prévision de la nouvelle saison. Matheus Cunha, l'attaquant brésilien de Wolverhampton, âgé de 26 ans, a signé un contrat de 5 ans. Le montant du transfert est estimé à 74 millions d'euros. Il s'agit de la plus grosse vente de l'histoire de Wolverhampton, qui avait tout de même déboursé 50 millions d'euros pour recruter Cunha à l'Atlético Madrid lors du mercato d'août 2023. Première recrue donc pour Manchester United, ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci et bonne soirée sur la MBC. À très bientôt.